son nom, c'est Hydra. Hydra, un de ses gros avantages, c'est open source et une licence MIT. Fait que peu importe le type de projet que vous prenez, vous allez pouvoir utiliser une librairie comme ça, que ce soit commercial ou non. Hydra utilise finalement des fichiers de configuration qui sont structurés YAML. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'écrire des commentaires. On est capable de structurer déjà une partie de notre information à travers le fichier de configuration lui-même. Donc, déjà capable déjà de rechercher une affaire. Mais en plus, il rajoute vraiment où est-ce qu'on peut utiliser les fichiers de configuration de façon hiérarchique. Donc, vous allez structurer vos YAML. Les YAML vont être hiérarchisés entre eux. On va voir un petit peu plus dans les détails un petit peu plus loin. Ça permet aussi de faire ce balayage de configuration de sweep, là, finalement, en setant directement par la ligne de commande. Je veux que tu fasses varier tel paramètre entre 0 et 10. Puis directement par la ligne de commande, vous êtes capable de faire ces modifications-là. Puis la librairie va s'occuper de passer ces paramètres-là de manière adéquate après ça par la barre. Donc, OK, c'est des caractéristiques intéressantes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bon, premièrement, on a parlé un petit peu, un YAML, c'est un fichier structuré. Donc, ici, on a un exemple. J'ai un data loader. Donc, dans mon data loader, je vais avoir ses propres caractéristiques qui vont m'intéresser comme paramètre, qui est le batch size. Après ça, j'ai peut-être des settings que j'ai appelé, qu'on pourrait appeler n'importe quoi, où je passe mon seed puis mon device. Ce sont peut-être plus des caractéristiques qui sont plus générales. Mais mon device, ça ne devrait pas impacter mon entraînement. Mon seed, c'est peut-être que je peux avoir 5 seeds, donc ça pourrait venir intéressant. Ici, je fais un truc qui s'appelle default. OK, ça va prendre un peu plus sa forme quand on va aller plus loin, mais Hydra me permet de setter finalement des paramètres par défaut. Si je dis mon optimizer, c'est SGD. Bon, ici, SGD, on ne sait pas encore c'est quoi, mais on va le voir plus loin. Je dis mon modèle, c'est un BLSTM, mon dataset, c'est un Canadien, mes embeddings, c'est des embeddings FastText. OK, donc, peut-être j'ai affaires à mon fichier de configuration, mais mon modèle, c'est quoi ses caractéristiques? On ne sait pas encore, on ne le voit pas encore. OK, on va revenir ça plus tard. Bon, dans mon trainer, je dis que je veux faire un époque puis avec une patience de 30. OK, bon, je vois que c'est mes paramètres d'entraînement, mes hyperparamètres d'entraînement. OK, bon, c'est assez, on peut voir l'information qui est pertinente. C'est facile à changer, on peut changer directement dedans. J'aurais pu rajouter des commentaires aussi, bien sûr, pour me donner plus d'informations. Mais où est-ce que ça devient encore plus intéressant? On a vu SGD, on a vu BLSTM, mais c'est quoi ça? Ben, c'est que je peux définir après ça des différentes choses de configuration selon vraiment des, on va appeler ça, mettons, un genre d'abstraction qui m'intéresse. Je vais avoir une optimizer, c'est une abstraction. Donc, dans cet optimizer-là, je vais donner ses propres paramètres. Donc, je vais avoir un GD avec ses propres paramètres à lui, puis ne pas avoir besoin de dire alpha, bêta est égal à nul. Mais je ne vais pas y passer ça. Je vais avoir un GD avec son learning rate, puis c'est tout. Mais je vais avoir aussi Adam, où est-ce que lui va avoir peut-être un alpha et un bêta qui va être défini, plutôt que celui par défaut. Puis même chose pour mon modèle. Donc, si vous ne connaissez pas les LSTM, ce n'est pas plus grave que ça, mais au niveau des LSTM, donc, je peux avoir qui peut être dans une direction bidirectionnelle ou unidirectionnelle. Donc, celui qui n'est pas identifié comme bidirectionnel est unidirectionnel. Donc, je vais avoir un paramètre de plus que je vais passer à PyTorch pour pouvoir setter ça, mais je ne veux pas qu'il apparaisse dans tous mes fichiers, même si c'est à France ou à tout. Donc, je veux vraiment juste les paramètres qui m'intéressent pour ce type d'abstraction-là. Je veux lui passer ces abstractions-là. Après ça, même chose pour mon dataset. Je peux avoir différents datasets avec un URL qui est différent ou un path ou peu importe ou d'autres informations. Puis, chacun de ces datasets-là, ses propres caractéristiques. Quand je fais, ça veut dire que dans mon config, quand je faisais référence à canadienne, je fais référence au canadienne.yaml. Donc, je ne veux pas avoir un seul fichier que toutes mes informations. Je veux pouvoir les structurer, les hiérarchiser pour que ce soit plus lisible pour un humain. Quand je vois une structure comme ça, je comprends, bien, canadienne, c'est mes datasets. Donc, mes models, les 4 qui peuvent exister, ce sont les 4 qui sont là. Après ça, quand je vois mon général, plutôt dans mon config général, ici, ben, je vois BLSTM. Qu'est-ce qui se passe en arrière? C'est peut-être pas ici qui est important. Si je veux aller le voir, je peux aller le voir. Mais ici, on voit, je définis un modèle BLSTM avec un optimisateur SGD sur un dataset canadien avec des vecteurs de mots FastText. Ça me donne l'information que j'ai besoin. Je vais aller creuser plus en détail. Je vais être dans ma hiérarchie. Donc, on crée une abstraction vraiment autour de c'est quoi le paramètre, c'est quoi après ça le paramètre qui fait référence à quoi. Ça permet vraiment de construire une structure autour de que vos fichiers deviennent une source d'information en eux-mêmes plutôt que juste l'information elle-même qui est comprise dans le paramètre que vous avez à l'intérieur. Ici, on a un exemple. Donc, de cette configuration-là hiérarchique que j'ai déjà un petit peu expliqué, mais vous avez l'optimisateur SGD.
Donc, pour l'utilisateur, moi, je vais donner mon learning rate. Mon type, finalement, ben, c'est pour donner c'est quoi le type quand je vais vouloir construire cet objet-là. Puis, il va y avoir un exemple un peu plus loin qu'on va utiliser cet élément-là, puis ça va faire un petit peu plus de sens. OK, donc, je fais un GD avec un learning de 0.1. Donc, après ça, je peux accéder à ces paramètres-là. Donc, c'est un décorateur, finalement, qu'on utilise en Python. Puis, c'est juste un fichier, finalement, c'est un fichier, c'est un genre de dictionnaire, là. Des petites nuances, mais c'est grosso modo un dictionnaire. Puis, je suis capable juste d'aller chercher chacun des paramètres. Donc, en chaîne. Donc, je fais mon fichier de config, va chercher mon optimisateur, va chercher mon learning rate, puis je suis capable après ça d'utiliser mon learning rate pour faire ce que je veux après ça dans mon fichier main. Puis, j'en ai parlé un peu. Ça, c'est un bon exemple des sweeps qu'on peut faire. Donc, je peux, par exemple, ici, faire un intervalle entre -5 et 5. C'est un exemple qui est tiré directement de la documentation de la librairie, là. Je ne suis pas allé plus loin que ça, mais on est capable de pouvoir spécifier le paramètre par la ligne de commande, l'overrider, puis dépasser un intervalle comme si c'était du Python finalement, puis il va s'interpréter en Python, puis après ça, ça va partir, puis vous allez pouvoir modifier des paramètres que vous voulez tester pour X raisons directement dans la ligne de commande et obtenir des résultats faciles. Bon, là, ça, c'est par la partie où est-ce que je faisais un type et tout ça. Il y a d'autres trucs qui sont vraiment, vraiment cool, là. Il fait une journalisation automatique puis personnalisable. Ça veut dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un fichier de output où est-ce qu'il va vous créer par la date, par l'heure, puis différents trucs comme ça. Puis il va vous printer automatiquement c'est quoi tout votre terminal, qu'est-ce qui s'est passé, un log. Ce qui peut devenir intéressant si vous faites des différentes expérimentations ou les sweeps ou les choses comme ça. C'est bien, c'est le fun. Ça se complémente bien avec un outil comme MLflow, Hydra, tout ça, où est-ce que vous pouvez l'avoir juste localement sur votre ordinateur aussi pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez des fails ou des trucs comme ça, mais c'est pas le truc qui est plus fun. Là, je pense que le truc le plus fun, c'est l'instanciation paramétrique. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez ici définir un target. Puis ça, c'est un keyword qui est d'Hydra. Puis ce target-là, vous pouvez dire ici, c'est un modèle. Spécifiquement, c'est un modèle que tu vas utiliser la classe modèle.lstmnetwork de ma librairie, de mon code source. Puis je te donne les paramètres. Et après ça, vous êtes capable de faire une méthode, une fonction qui s'appelle instantiate, qui passe directement à ces paramètres-là et il va créer votre objet pour vous. Donc, ça devient pour ceux qui connaissent un peu le logiciel, une factory. Donc, vous êtes capable de littéralement créer vos objets que vous voulez faire sans avoir besoin d'embarquer dans l'ouverture de vos paramètres, dire je fais l'STM network, config.model.learningrate, peu importe tous les paramètres que vous avez. Donc, peu importe le nombre de paramètres que vous avez, l'objet s'instancie après ça de manière vraiment abstraite, puis vous n'avez pas besoin de savoir, mais vous créez votre network. C'est, à mon avis, vraiment un des éléments les plus intéressants pour rendre votre code encore plus fluide, puis pas vous embarquer dans les fleurs du tapis, dans les fleurs du tapis plutôt, puis là, de créer juste votre réseau. Vous l'instanciez à partir de vos paramètres que vous avez. Puis si vous modifiez vos paramètres, ça va se créer automatiquement tout ça. Puis là, dans cet exemple-là qu'on a ici, on va avoir un logger, on va avoir une instanciation automatique, on va chercher nos configurations qui sont hiérarchiques, puis on va partir en entraînement. Ce n'est pas beaucoup, beaucoup plus de travail que prendre un parse ou de prendre un fichier TXT. Puis directement dans votre code, cette librairie-là vous accompagne, puis vous ajoute aussi des fonctionnalités qui vous permettent de réduire encore plus le nombre de lignes de code pour l'instanciation notamment de vos modèles. Petit point négatif, par exemple. Rien de parfait dans la vie. Vous avez un problème où est-ce que j'ai parlé que vous allez, excusez pas, vous allez, mais Hydra va créer comme une espèce d'arborescence de fichiers où est-ce qu'il va aller loguer. Donc, il va déplacer votre working directory dans un autre répertoire de où est-ce que vous avez lancé votre code. Donc, ça veut dire que si vous donnez un path, vous passez, mettons, votre dataset par des paths relatifs, ça va tout briser pour ça. Donc, vous devez reconstruire un peu vos paths en allant chercher vos paths relatifs, en faisant des paths absolus, des chemins absolus, en utilisant notamment une fonction qui s'appelle hydra.util.getOriginal current working directory, qui va finalement de où est-ce que vous allez lancer votre script. Donc, c'est comme la partie que je trouve un peu en termes de structure, puis de code, puis de travail avec le code, c'était pas l'idéal. C'est un point négatif, mais
c'est un bon workaround, puis pour tous les autres avantages que ça offre, à mon avis, ça outrepasse cette défaillance-là dans la librairie, que je ne comprends pas pourquoi en fait ça, mais il y a une défaillance finalement au niveau de ce changement-là du Working Directory. Donc, en soi, c'est un bon outil qui vous permet de faciliter tout ça, mais il y a ce petit ligne de code-là que vous allez devoir utiliser de manière plus ou moins importante dans votre code pour reconstruire vos chemins, pour vos données, entre autres, ou des dépendances que vous avez de fichiers pour être certain que ça se passe bien pour passer vos arguments, vos datasets dans votre code. Donc, deuxième élément, gestion des résultats. Là, on utilise Hydra, on passe aux paramètres des fichiers config, c'est magique, tout est beau, tout est le fun, mais on a encore le problème. Où est-ce que nos résultats sont écrits n'importe où, puis c'est pas le fun à utiliser. Donc, c'est quoi les caractéristiques qui vont vraiment nous intéresser ici? Il faut que ce soit, premièrement, très simple à utiliser. Si c'est plus simple pour moi de les afficher sur la console, pourquoi j'irais vers une autre solution? Il faut que j'ai un gain à aller chercher. Donc, moi, que ce soit facile à utiliser. Moi, ça aussi, pouvoir journaliser toutes mes expérimentations dans une petite boîte, puis que ce soit facile après ça de dire les expérimentations pour ça sont là, les expérimentations pour le projet sont là, mais aussi les sous-expérimentations de ce projet-là sont dans telle branche, des choses comme ça, puis que je sois capable de référencer mes éléments de manière assez fluide si j'en fais 10 000, 15 000 ou peu importe le nombre que je fais. Puis, ce serait le fun de pouvoir faire de la visualisation rapide des expérimentations sans embarquer dans des cours graphiques complexes, mais juste me dire, rapidement, c'est quoi qui a fonctionné? Mais j'ai-tu overfité, j'ai-tu pas overfité? Je suis capable de présenter ça à mon superviseur qui, lui, n'aura pas le goût de partir sa ligne de commande. Comment je peux faire en sorte que lui peut juste aller voir sur un lien ou quelque chose comme ça, puis voir, puis tirer ses propres conclusions, puis m'en revenir avec sa connaissance senior pour c'est quoi la prochaine étape à faire. Puis, pour ça, il y a deux outils qu'on va voir. Premier outil, c'est MLflow Tracking. MLflow, c'est d'autres choses qu'il offre, entre autres, mais la solution de tracking vous permet de journaliser les expérimentations. On va se focuser sur celle-là aujourd'hui. Bon, premièrement, c'est open source, c'est sur licence Apache 2.0. Ça permet de faire de la journalisation automatique, c'est-à-dire que vous allez utiliser cet outil-là, puis ça va déjà journaliser plein d'éléments qu'on va discuter un peu plus loin. Vous allez pouvoir visualiser des graphiques de performance de manière très simple et rapide. Puis, ça s'intègre bien avec des librairies comme Poutine, et il y en a d'autres d'intégrations, mais ici, étant donné qu'on parle de Poutine, ça s'intègre super bien avec Poutine, et on va voir un exemple vers la fin. Bon, c'est quoi la journalisation automatique? Premièrement, ça permet de faire des versions du code. Donc, de dire c'est quoi le commit. Donc, le numéro d'identifiant unique de votre code au moment où est-ce que vous débutez votre entraînement est automatiquement pris, puis vous allez l'avoir dans votre base de données pour visualiser les résultats. Vous allez pouvoir faire un neurodatage de l'entraînement. Dire j'ai parti le 22 mai à 14h37, avoir des succès, rapidement pouvoir voir si c'est un succès ou un échec, ou est-ce que vous allez avoir un icône qui va vous dire succès de cette run-là, échec de celle-là, etc. Gardez les configurations d'ordinateur. C'est un ordinateur qui est sur Linux, telle version, avec plein d'autres caractéristiques intéressantes. C'est qui l'utilisateur qui l'a fait. Vous êtes deux sur un projet, c'est moi ou l'étudiant ou une autre personne qui a fait ça. Ça va faire ça de manière automatique sans que vous ayez besoin de absolument rien faire. Bon. Pour visualiser, pour lever ça avec MLflow Tracking, vous êtes capable de lever ce qu'on appelle un serveur, cette base de données-là, puis cette interface-là visuelle, localement sur votre ordinateur. Voici la ligne de commande, grosso modo, ça recommence. Ça ressemble à quoi? Dans la documentation, je t'explique aussi comment faire ça. Puis, il y a différents paramètres qu'on pourrait discuter. Par exemple, le point P5000, c'est que vous allez ouvrir le port 5000 pour être capable de le voir. Ça va être disponible sur votre ordinateur à l'adresse 127.0.0.1 de 10.5000. Puis, le backstore, ça, c'est où est-ce que vous allez sauvegarder tous vos fichiers. Vous pouvez spécifier sur votre ordinateur, par exemple, de le mettre sur le disque dur C, D, E, tel répertoire, etc. Vous pouvez tout organiser ça. Vous pouvez tout organiser. Vous pouvez juste faire aussi MLflow serveur, puis tout laisser ça automatique. Ça va aussi très bien fonctionner. Vous pouvez aussi, par exemple, le faire sur un ordinateur qui est distant. Par exemple, moi, à une époque, j'utilisais un ordinateur Ogal où est-ce que j'avais ouvert les ports, puis je rendais un serveur MLflow qui était disponible pour mes expérimentations, puis j'allais directement sauvegarder sur un autre ordinateur, puis je peux y accéder à même le VPN d'un ordinateur de l'université pour aller voir mon truc. Ça fonctionne assez pas pire. Mettons, je te dirais que 90% des cas, ça va être bien réglé, puis 10%, il va vous faire beaucoup chier. Là. Je vais en parler plus tard des limitations de ça, mais ça fonctionne assez bien, ce genre de commande. Puis ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ça, c'est directement aussi de leur documentation.
Vous allez en voir ici dans l'heure à gauche que ça a été fait, c'est qui l'utilisateur, c'est quoi le fichier de sortie course qui l'a appelé, c'est quoi la version, ça c'est le commit, vous pouvez chercher des runs, vous pouvez filtrer les paramètres dans nos surveys, comparer les résultats, vous avez les métriques, vous voyez lequel qui performe le mieux, par exemple, pour les ordonner par MAE, par RCOR et par MSC, les paramètres qui ont été utilisés pour cet entraînement-là. Donc, présente beaucoup d'informations de manière rapide, fluide, filtration, c'est une database. Là. Fait qu'on peut faire toutes les opérations de database très simples que vous pouvez voir automatiquement sur le UI qui est fait par MFA. Bon. Vous pouvez faire des tris, comme j'ai parlé, recherche, sur le résultat, exportation de résultats, puis visualisation. Même affaire, mais une autre petite coche qui est cool, c'est qu'on peut aller chercher une intégration avec Poutine. C'est-à-dire que, j'en ai parlé très, très rapidement, Poutine, une de ses forces, c'est que ça vous enlève tout le boilerplate de tout ce qui est la loop d'entraînement. Donc, je prends mes données, les passer à ma forward pass, reprendre mes données après ça, les passer dans une étape de test avec les métriques, prendre les résultats, les sauvegarder, tout ça. Puis, Poutine utilise pour interagir avec ce processus-là des callbacks qu'on appelle, qui sont des moments spécifiques où est-ce que du code peut être appelé. Donc, au début de l'entraînement, fin de l'entraînement, au début d'une itération, des steps, etc., pendant l'entraînement, pendant le test, pendant la valide, etc. Je vais vous laisser peut-être plus aller voir la documentation, vous avez plus de détails là-dessus, mais grosso modo, on peut interagir avec cette loupe d'entraînement-là qui est automatique et abstraite avec les callbacks. Puis, ben, entre autres, avec ce callback-là qu'on a développé dans le cas de Poutine, ben, ça nous permet notamment de contrer certains petits problèmes. La version de base, la journalisation d'MLflow, elle permet de s'organiser les paramètres de configuration, les métriques à chaque itération, puis à chaque étape d'itération, puis la version du code. Mais il faut l'appeler plusieurs fois, c'est peut-être pas super le fun, puis on aimerait ça peut-être l'abstraire, puis c'est plus facile. Donc, avec MLflow Logger, ce que ça nous permet de faire, ben, c'est de dire on va semi-automatiquement sauvegarder les paramètres de configuration, finalement le fichier de config Hydra, par exemple. On va juste passer le fichier de config, puis il va s'occuper de toutes les loguer pour avoir, ben, mon alpha il vaut tant, mon bêta vaut tant, j'ai tant de couches, tant, peu importe. Automatiquement, aussi de journaliser automatiquement les métriques à chaque étape et itération. Donc, à chaque step, à chaque époque, peu importe les cycles que vous utilisez, automatiquement aller chercher aussi la version du code. Parce que là, il y avait une petite étoile là, dans ma liste, c'est que de base, MLflow, si vous n'utilisez pas le truc qui appelle un projet là, avec d'autres trucs, puis d'autres dépendances, puis d'autres patentes qui ne sont pas super le fun, il n'est pas capable d'aller chercher le hash GitHub. Nous, on l'a le hash Git, excusez-moi, puis nous, on a racheté ça finalement de manière fonctionnelle dans le callback de Poutine. Puis, ben, automatiquement, si vous faites chercher des métriques sur les tests, sur les valves, tout ça, ben, on va automatiquement être capable d'aller le journaliser avec le MLflow, avec sensiblement 2 lignes de code. Donc, si on instancie un MLflow logger, on lui donne un nom qui s'appelle experiment, on va faire un seul appel à log config parameter qui est la partie semi-automatique parce que je passe tout mon fichier de configuration, il va loguer toutes les configurations, puis c'est tout. Après ça, vous le passez ce callback-là quand même avec beaucoup d'entraînement, mais il va ensuite loguer toutes les métriques, tous les résultats, combien d'époques vous avez fait, puis il va aller loguer tout dans cette base de données-là que vous allez pouvoir ensuite visualiser. Très facile à utiliser, très fluide. On s'affache beaucoup moins dans des étapes de loguer telle métrique, loguer telle affaire après telle époque, tout ça. Donc, votre code devient beaucoup, beaucoup aussi moins volumineux. Gros point négatif. MLflow, il y a 2 choses. La documentation, là, je l'ai lu beaucoup, beaucoup là, pour, entre autres, développer le callback. C'est quand même beaucoup de la boîte pour beaucoup de choses. Pas très facile à lire, des exemples pas clairs, des erreurs, des fautes, tout ça. Pas très le fun. Puis, ils ont un élément qui s'appelle des artefacts. Ça, c'est votre modèle entraîné, par exemple, votre dataset, une figure, des choses comme ça. Puis, ils utilisent une façon de tenter de sauvegarder ça, qui, entre autres, ne fonctionne pas pantoute quand on sort de leur environnement MLflow projet et Databricks, là, qui est comme qu'est-ce qui possède MLflow. Puis tout ça, si on sort de ça, c'est le maudit bordel. Puis moi, je n'ai pas été capable, après plusieurs heures, de journaliser ces artefacts. Ça veut dire qu'à la fin de votre entraînement, vous ne pouvez pas mettre dans cette base de données-là vos poids entraînés de votre modèle Torch, PyTorch, peu importe. Vous n'êtes pas capable de le faire. À quelques petits détails près, vous pourriez, mais c'est comme pas 100% fonctionnel. Donc, nous, on n'a pas pu l'intégrer parce que ce n'était pas 100% fonctionnel. Donc, il faut beaucoup se battre avec la librairie pour ce genre de détails-là. Donc,
point négatif à garder en tête, mais bonne licence MIT, tout ça, puis ce n'est pas une solution propriétaire. Deuxième solution, journalisation automatique, weight and bias, qui finalement permet le même genre de caractéristiques, sauf que je dirais que la visualisation est plus simple et est encore plus puissante qu'MLflow. La génération de graphiques automatiques, là, il faut générer des graphiques de manière très fluide, puis ils vont une coche plus loin qu'MLflow. Surtout au niveau des caractéristiques de génération d'exemples automatiques là, assez similaires, avec une intégration aussi qui est actuellement possible en boutique. On va passer à travers certains petits éléments. Ici, entre autres, on voit le même genre d'affaires, configuration d'ordinateur, tout ça, même affaire que l'autre. Génération diagnostic de graphique, c'est cool, mais on n'est pas encore sûr qu'est-ce que ça veut dire. Journalisation des artefacts. Ça, c'est un point très intéressant. C'est beaucoup plus facile de journaliser ces artefacts. Ça fait des figures, n'importe quoi avec weight and bias et des sweeps aussi. Parce que spécifiquement, si vous faites une sweep, là, comme vous avez parlé, mettons Hydra, vous pouvez tout garder ces résultats dans une même folder, si on veut, pour comparer différentes sweeps. Par contre, c'est accessible via un SaaS, Software as a Service. Ça veut dire que vous devez vous identifier, aller ouvrir un compte. Il y a un compte gratuit pour l'académique, mais il y a aussi un client qui est disponible en licence MIT que vous pouvez le rouler localement sur votre ordinateur. Je vais reparler un petit peu là-dessus un petit peu plus tard. Très simple. On vient de lancer avec Local. Les ports sont déjà ouverts sur les bonnes places, sur meilleure rotation, mais vous pouvez aussi configurer vos ports comme on a vu ça. Puis le back-end est un petit peu plus abstrait, puis on a moins besoin de jouer avec que MLflow si on veut pouvoir journaliser les artefacts. Donc, encore une fois, notre genre de commande très simple à utiliser, quelques petits éléments qu'on peut configurer pour que ce soit plus facile. Puis, l'interface, voici à quoi ça ressemble. C'est une structure un petit peu différente. À gauche, vous avez vos sweeps, vos runs. Puis après ça, dans le panneau plus au centre, là, vous avez des graphiques. C'est un exemple de graphique qui est généré automatiquement, qui compare dans la sweep quelle configuration a permis d'arriver à telle performance. Là, il y en a beaucoup, fait que ça a l'air difficile à lire. Mais on peut voir quand même qu'il y a comme des trends où est-ce que finalement, c'est une ligne qui va passer par des intersections au centre en fonction de c'est quoi la valeur du paramètre pour tenter d'atteindre la performance. Plus votre ligne va être orange, quand vous regardez partie de gauche, ça veut dire qu'elle est arrivé dans les meilleures performances à droite. Puis on voit qu'il y a des trends qui s'installent, que souvent c'est autour du paramètre 2E à la moins 5, ça passe dans une espèce de corps au niveau de la fonction d'activation, lesquelles sont les plus pertinentes. Puis vous êtes capable de sortir des trends, puis grosso modo, après ça, de creuser un petit peu plus en profondeur. Ça, c'est généré automatiquement. Après ça, c'est quoi le best model, l'évolution automatique? Et qu'on voit que couche un petit peu plus d'attention aux détails, sur vous sortir, puis vous filtrez l'information. Ça devient intéressant, tout ça. Puis, c'est ça, l'interface avec beaucoup d'informations. Vous êtes capable de faire les mêmes choses qu'MLflow, gestion des métriques, requête des résultats, tout ça, mais beaucoup plus d'informations, puis je dirais d'une certaine façon aussi bien positionné. En fait, pour vendre la mèche, parce que c'est une solution propriétaire. C'est sûr que quand il y a de l'argent impliqué, des fois, vous avez des solutions qui sont développées par une équipe qui est plus grande. Donc, c'est une des raisons qui explique ça. Dans la version de base, finalement, de l'outil avec Poutine, avec cela, on a réussi à faire la personnalisation des artefacts. Donc, on sauvegarde de manière automatique votre modèle à la fin de l'entraînement. La version du code, des métriques, puis c'est la même chose aussi qu'à MLflow. Donc, il y a quand même un petit élément de plus que vous pouvez aller chercher avec ce callback-là, avec cet outil-là, Weight and Bias, que vous n'avez pas à MLflow, dû à sa complexité de gestion de ce qu'on appelle son UAM. Puis, vous pouvez sauvegarder manuellement aussi des images, des figures, puis tout le même tralala qu'on a vu aussi à l'autre avant. Donc, je ne répétais pas, mais j'ai mis en gras juste le truc que moi je trouve qui est vraiment plus fun, c'est la personnalisation du code. Puis ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à ça. Même affaire que vous avez à l'autre, sauf que pour la partie qui est automatique, puis les notations n'est même pas respectée en plus là-dedans, là, dans mon exemple, là, mais vous pouvez générer une image directement avec Weight and Bias que vous dites, hey, ça, c'est quelque chose que je veux sauvegarder en utilisant les librairies Weight and Bias. Puis après ça, vous le passez au logger qui est utilisé par Poutine pour l'ajouter dans l'interface. Donc, vous pourriez faire vos graphiques de résultats d'exploration, une courbe rock, peu importe qu'est-ce que vous faites, puis tout garder ça avec votre expérimentation. Donc, vous avez vraiment dans un même place, même dossier, si on veut, tout ce qui est relié à une expérimentation, qui devient beaucoup plus facile, de rechercher l'information dans le futur, de comparer les résultats,
Puis vous vous enfargez pas à je sauvegarde ça sur mon ordi, puis je mets ça où, je mets ce qu'il y a à faire. Beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Bon, je l'ai dit, c'est une solution qui est propriétaire, c'est gratuit en académique, sinon c'est 40 $ par mois par utilisateur, ce qui est quand même excessivement cher. Mais on a actuellement parlé, proposé l'idée d'avoir une licence entreprise pour toutes les idées, parce qu'à mon sens, c'est vraiment un outil qui va beaucoup une coche plus loin, qui mérite un certain prix, mais moi, la partie SaaS me purge un peu là, parce que local, est-ce pas une version de mise en production? Fait que je ne voulais pas tout faire. J'ai passé 2 semaines début de l'année à essayer de rouler une partie en production sur AWS pour que ce soit juste pour moi, pour avoir mon propre SaaS. Puis ça coûtait 150$ par mois pour avoir tout l'orchestrateur et toute la poutine. Fait que c'était juste insane comment ça coûtait cher. Puis c'était super compliqué, puis ça ne marchait pas. Fait que j'ai un petit peu été en crise, puis j'ai essayé de parler avec eux autres, mais ils ne comprenaient pas c'était quoi mon problème pour X régions, je ne comprenais pas. Donc, le SaaS fonctionne bien, mais si vous avez des données confidentielles, des résultats que vous ne voulez pas partager, peut-être un petit peu plus sensible, mais ça se peut qu'on ait une solution à l'idée, à surveiller. Donc, grosso modo, cet outil-là, 2 outils vraiment fabuleux. Il y en existe d'autres, vraiment plein d'autres. Je ne les ai pas tous présentés. Vous pourriez en préférer un autre que ceux-là. La discussion est à vous. Vous pourrez préférer une solution qui est 100% open source par rapport à une qui est propriétaire. Ça vous revient. Maintenant, la suite. C'est quoi les prochaines choses qu'on devrait focusser, à mon avis, que vous devriez penser à regarder du coup vous appliquez cet outil-là? C'est la génération automatique des tableaux puis les rapports dynamiques, comme l'étape qui manque à ces outils-là, capable de dire, ben, je prends mon tableau de résultats, puis je sors un tableau en LaTeX ou en Markdown ou peu importe. Puis je suis capable de faire un rapport qui est peut-être plus dynamique, puis que si je change mes résultats, ça s'orchestre bien avec ça. Il n'y a malheureusement pas encore 100% des solutions qui existent pour ça. Moi, j'utilise entre autres Python ou LaTeX pour faire mes graphiques ou j'en trouve ça manuellement. Je n'ai pas encore trouvé la solution qui me permettait d'automatiser ça ensemble. Encore une fois, ce que je vous recommande, faites des itérations, expérimentez avec les outils. C'est le moment, vous êtes à l'école, vous êtes en stage, c'est le moment de vous planter. Si vous partez à la face, c'est pas plus grave que ça. Là. On n'est pas là pour juger personne. Entreprise, c'est peut-être plus difficile, ça peut être moins bien perçu. Donc, c'est le moment là, de vous casser les dents sur des outils, puis prenez le temps de choisir vos outils comme il faut. Vous allez peut-être être pris longtemps avec ces outils-là. Vous allez développer une expérience avec des outils qui ne sont peut-être pas adaptés pour le futur. Donc, prenez le temps de regarder ça comme il faut. Bon, d'autres documentations, si vous allez lire, qui est un petit peu circulaire, que j'ai présenté avant, qui peut venir encore un peu plus loin pour aller approfondir d'autres outils à utiliser. Ce qui m'amènerait à la période de questions. Puis de vous remercier encore une fois de votre attention. Merci beaucoup, David, pour cette belle présentation. Moi, j'ai une petite question pour toi, mais c'est genre au niveau, quand tu avais présenté JSON et puis YML, tu disais qu'avec JSON, on n'était pas en mesure de mettre des commentaires, contrairement à YML, mais genre, à part ça, c'est quoi plus les différences qu'il y a en fait entre les deux? Oui, ben, un fichier JSON, en fait, c'est comme un dictionnaire Python. Donc, c'est un format de fichier qui est encodé. Donc, il va y avoir des clés qui va, par exemple, être, mettons, je ne sais pas, paramètre A avec une valeur qui va être écrite exactement comme un dictionnaire Python. Donc, je vais passer ma clé, je vais avoir ma valeur. Puis, je peux mettre une liste, je peux avoir une liste de valeurs. La valeur pourrait être une liste, la valeur pourrait être un autre dictionnaire, puis ainsi de suite comme ça. Sauf que ce format-là d'encodage ne permet pas de vraiment concrètement écrire un hashtag ou peu importe une forme de caractère spécial qui me dirait ce paramètre-là veut dire ça. Tandis que le fichier YAML, qui est un autre fichier, type de fichier, finalement, permet, lui, de pouvoir écrire un paramètre A, une valeur, puis un hashtag pour dire c'est quoi mon commentaire, puis rajouter peut-être même du texte auto. Genre, par exemple, je pourrais dire ce paramètre-là ne s'initialise pas avec tel autre paramètre pour X raison ou quelque chose comme ça. Donc, si on peut construire une base de connaissances autour du paramètre plutôt que dans le code, qui n'est peut-être pas la meilleure place pour placer ça. Donc, c'est ça que ça me permet le YAML. Puis c'est un des éléments qui rend la caractéristique d'utiliser des YAML pour des fichiers de configuration plus intéressantes qu'un JSON. OK, parfait. Mais est-ce que genre la gestion des configurations, tout ça, ça occupe une grosse place là, dans la recherche que tu fais actuellement au doctorat? En fait, c'est pas que ça occupe une grande place, plus que
Moi, mon sens, j'ai de la misère à comprendre que c'est encore un problème quand il y a des outils qui sont pertinents à trouver. Mais souvent, c'est qu'on ne connaît pas les outils. Par exemple, j'ai vu des travaux, là, plusieurs, là, je les ai reproduire, puis c'était pas les bons paramètres qui étaient dans le code source. C'était pas par rapport à ces résultats. Puis là, ben, pour moi, ça discrédite d'une certaine façon peut-être les résultats, l'article au complet même. Donc, on ne devrait pas passer tant de temps que ça. Donc, on devrait sous-traiter ce travail-là à des outils comme Hydra. Hydra, c'est ça qui nous permet d'offrir. C'est ça qui nous offre, en fait. C'est de dire, construis tes fichiers, mettre quand même tes paramètres. Donc, ça ne règle pas le problème. Est-ce que tu as mis de la bonne valeur dessus sur ça? On peut pas, il n'y a pas personne qui peut te sauver de ça. Mais au moins, ça permet d'enlever un peu de notre esprit, cette réflexion-là, comment je devrais le construire pour le pitcher à un outil qui est plus structuré, qui permet de faire aussi des bons liens avec nos résultats. Après ça, si on utilise MLflow ou Hydra, puis d'avoir vraiment, un processus que la valeur qu'on va tenter d'aller chercher, c'est pas hey, je suis un gestionnaire des configurations. Non, j'ai un outil qui fait ça. Moi, je m'assure que mes outils ils sont bons, puis je mets les bonnes valeurs. Donc, je focus, moi, en tant qu'humain, sur qu'est-ce qui a une réelle valeur qui n'est pas informatique, mais qui est vraiment plus cognitive. OK. Donc, c'est plus dans cet axe-là que ça devient intéressant de le voir pour ne pas avoir, entre autres, des problèmes de reproductivité, des problèmes mon code ne marche pas, je le publie, puis je publie mon code, puis ben, quelqu'un m'écrit comme c'est de la merde, qu'est-ce que tu as mis? Parce que tu as fait une erreur là, puis tous tes résultats ne sont pas bons, puis là, tu parles à la face finalement. C'est tout ça qui est lié à tenter de faire en sorte d'assurer aussi, ça facilite l'assurance qualité aussi. Pas tout, mais c'est un des éléments qui, selon moi, est une clé du succès. Parfait. Mais qu'est-ce qui t'a comme poussé à commencer à t'interroger sur ces genres de questions? J'imagine que c'est par rapport à ton propre expérience. Hein? Oui, exactement. Moi, je pense que c'est un meilleur exemple que j'aime donner. Là, j'étais rendu, bon, c'était pendant le COVID, j'ai fini mon mémoire. Là. Fait que là, je suis tout seul chez nous, un moment donné, un mardi, puis là, mon prof, Luc, il m'appelle, il me dit Hey, jeudi, je veux que tu me présentes tel résultat. Moi, je suis ah, c'est cool, je sais que je l'ai à quelque part. Hey, j'ai passé 2 nuits blanches, là, quasiment. Là. Et je voulais, je sais pas, t'es qu'à la retrouver, il a fallu que je reparte toutes mes expérimentations parce que je n'utilisais pas ça à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai fait non, non. Moi, je m'en vais sur un doc, là. Je ne peux pas retravailler comme ça, là, parce que là, ça se peut que ça va prendre 2 ans avant que je me rende compte que j'ai perdu cette information-là. Puis je vais vouloir juste mourir, là, ça ne marchera pas. Là. Fait, tout ça m'a amené à vraiment réfléchir, dire OK, c'est quoi les caractéristiques qui sont importantes? C'est quoi que je devrais rajouter? Là, je repars à zéro. Je vais repartir des projets à zéro. Comment je peux faire en sorte que quand je repars à zéro, je pars sur des bonnes bases solides pour m'amener à être capable de ne pas reproduire ces erreurs-là, d'être à 3 heures du matin en train d'essayer de corriger avec un clavier CTRL-C, CTRL-V, puis ta souris à corriger. On a peut-être tout fait ça, là, puis c'est ça, parce que on n'est pas confronté au bac à vraiment apprendre à utiliser le bon outil. On fait juste mettre le plus d'efforts possible pour atteindre notre objectif, peu importe c'est quoi le coût, parce que c'est juste ça qu'on est habitué, puis c'est ça que le modèle nous encourage à faire. Alors que si on dirait, ben oui, mais tu aurais pu le faire en 5 minutes au lieu de 50 heures, ben, il n'y a pas personne qui va t'évaluer en fonction de tout ça. Donc, tu n'es pas porté à aller faire ce genre de recherche-là. Puis c'est quand tu deviens gestionnaire de ton propre temps, puis une forme de travailleur autonome aussi, là, c'est ça de la recherche, c'est un travailleur autonome. Mais là, c'est là que tu te dis, je ne peux pas perdre 50 heures à faire ça, c'est pas vrai, ça n'a pas de sens. J'ai d'autres choses à faire plus importantes. Donc, tout ça m'a amené à réfléchir, puis c'est ça. Ça se peut que vous n'allez pas aimer ces outils-là non plus. Là. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez prendre la méthode que vous voulez. Je pense juste qu'au moins d'avoir la réflexion, c'est déjà une première étape vers vous dire je suis conscient pourquoi j'ai pris cette décision-là. Puis on est dans une meilleure situation, je crois. C'est important. Là. Ça fait gagner énormément de temps. Exact. Je pense que ça va être le temps de la présentation suivante. Si vous voulez, on peut s'arrêter pendant 2 minutes et on peut reprendre à 15 heures pour Alexandre Larouche. Ça vous va? C'est parfait. OK.